Les familles des victimes de l'accident de la West Caribbean sont arrivées pour certaines à Maracaibo. Elles se sont recueillies dans la chapelle ardente. Jacques Chirac a fait savoir qu'il se rendra mercredi à Fort-de-France pour la cérémonie d'hommage national. À Gaza, 18 des 21 colonies juives ont été évacuées. Restent les irréductibles qui ne veulent pas renoncer à leur occupation. Mais pour la majorité silencieuse des Juifs d'Israël, la restitution de leur territoire aux Palestiniens est somme toute légitime. Des divergences qui pourraient diviser durablement la société israélienne. Le pape Benoît XVI s'est rendu aujourd'hui à la synagogue de Cologne après avoir entamé son discours par les mots « Shalom Lechem », que la paix soit avec vous en hébreu. Le pape a condamné le crime inouï de la Shoah et a appelé au rapprochement judéo-chrétien. L'allocation de rentrée scolaire sera versée aujourd'hui à près de 3 millions de familles aux revenus modestes. Elle s'élève cette année à 363,28 € par enfant. À Frontignan, démarrage des premières vendanges dans un climat plutôt bon. La sécheresse et la chaleur annoncent un bon millésime pour ces 20 ans. Madame, Monsieur, bonsoir. Une centaine de proches des victimes de l'accident de l'avion qui s'est écrasé mardi près de Maracaibo au Venezuela sont arrivés aujourd'hui sur place. Un voyage éprouvant, des larmes, des questions sans réponse. Certains tentent coûte que coûte de se rendre sur les lieux de l'accident par leurs propres moyens. Reportage Anouk Burel et Didier Dahan. Désormais, ils ne sont qu'à quelques mètres des corps de leurs proches. Dans la chapelle installée près de la morgue de Maracaibo, l'émotion est intense. Ils sont partis dans la nuit de Fort-de-France. Ces 80 personnes sont les premières à affronter la réalité du drame. Cette journée est pour eux éprouvante. Ici, côté Hublot, il est Hermingé. Il a perdu 5 membres de sa famille. Henri, lui, n'a plus personne depuis la catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont-ils? Et voilà, c'est tout le questionnement que j'ai en ce moment, que je vais retourner apaiser à Fort-de-France. Pour vous, c'était nécessaire de venir ici? Je crois que c'est absolu pour moi de venir ici, parce qu'au moins pour comprendre le comment et le pourquoi de la chose. Voir les lieux du drame, comprendre. À Maracaibo, l'hélicoptère attend un petit groupe pour survoler les lieux de l'accident. Vous ne pourriez pas faire votre deuil sans avoir vu ce lieu? Non, je pense pas. Les questions ici restent les mêmes. Comment les leurs seront-ils identifiés? Quand pourront-ils rapatrier les corps et pourquoi ne peuvent-ils pas les voir? On ne pouvait pas nous emmener voir le contraire. On a pris une décision par nous-mêmes, on a été voir. Volontairement, on a été voir tout seul. Mais on ne voulait pas nous emmener. Voilà. Les familles de victimes repartiront ce soir avec des questions sans réponse. L'identification des corps demande du temps, il faudra faire preuve de patience. Difficile à comprendre pour une famille en deuil. En effet, le site où l'avion s'est écrasé se trouve dans une zone difficile d'accès, une plaine marécageuse à plus d'une centaine de kilomètres de Maracaibo, tout près de la frontière colombienne où se cachent les guérilleros des FARC. Et le périmètre de l'impact au sol est impressionnant, des débris sur des milliers de mètres. C'est évidemment ce qui rend d'autant plus difficile la recherche des effets personnels et l'identification des corps. Emmanuel Lambert. Un à un, les cercueils vides sont déposés devant la morgue. Mais il faudra attendre la fin de l'identification des corps avant que les victimes ne puissent y reposer. Pour les médecins légistes, commence alors une tâche méticuleuse et éprouvante. Il faut reconnaître, répertorier chaque fragment humain et recueillir des empreintes lorsque c'est encore possible. L'identification est toujours en cours. Beaucoup de corps sont fragmentés et nous devons faire des comparaisons avec des données anciennes pour arriver à une identification définitive. François Barouin, le ministre de l'Outre-mer, est arrivé de Martinique pour accueillir les familles. Pour lui, l'identification sera longue et difficile. C'est un travail d'experts, il n'y a que les experts qui puissent valablement nous dire si oui ou non l'identification est formelle et donc juridiquement le rapatriement est autorisé. Sur le site du crash, un vaste marécage, pompiers et membres de la sécurité civile vénézuélienne ratissent la zone. Depuis quelques heures, des gendarmes et des policiers français sont sur place. Ils participent aux investigations. C'est juste rechercher les corps et les effets personnels et papiers ainsi de suite. Donc effectivement il y a encore du travail, notamment parce que les carlingues pour l'enquête n'ont pas été touchées. Donc elles vont être bougées et à ce moment-là on peut retrouver effectivement des choses dessous.
4 inspecteurs français du bureau enquête accident prêtent main forte aux équipes vénézuéliennes. Les Français peuvent beaucoup nous aider grâce à leur expérience dans les enquêtes d'accidents d'avion et grâce aussi à leur technologie très avancée pour l'analyse de ces accidents. Cet après-midi encore, sur les lieux du drame, les équipes poursuivaient leur pénible recherche. Le terrain est difficile, les débris de l'avion sont éparpillés sur plusieurs hectares. Ce soir, une messe œcuménique aura lieu à Maracaibo pour rassembler tous ceux qui ont fait le voyage à l'issue d'une journée particulièrement éprouvante. Sur place, nous retrouvons notre envoyé spécial, Pascal Golomer. Pascal, bonsoir. C'est un peu la journée de toutes les questions et très peu de réponses au fond. Oui, c'est vrai, une journée difficile effectivement pour les familles de victimes du point de vue émotionnel bien sûr, mais au-delà de la détresse, on a senti parmi elles une vraie déception. D'abord parce qu'elles n'ont pas pu se rendre sur place, sur le lieu de l'accident, parce que c'est très loin, 3 heures de route, dans une zone marécageuse. Et ces familles n'ont pas pu non plus approcher les corps des victimes. L'identification commence tout juste, ça va demander beaucoup de temps. Et même si les officiels vénézuéliens et les autorités françaises qui sont présentes aussi sur place ont affirmé, insisté sur le fait qu'elles feront le maximum pour que ce travail se fasse le plus rapidement possible, c'est vrai que les familles n'ont pas eu les réponses qu'elles souhaitaient. Et même s'il y a un soutien psychologique et une cellule qui a été mise en place avec des personnes venues spécialement de Paris, s'il y a des moments de recueillement importants, il y en aura, comme vous l'avez dit, plus tard dans la soirée, il est fort possible que les Martiniquais repartent chez eux ce soir avec un sentiment de frustration, c'est vrai. Pascal, si vous m'entendez, il semble que pour les Martiniquais, en effet, le fait de pouvoir voir les corps soit un élément extrêmement important, même si c'est évidemment pas vraiment possible. Oui, c'est vrai que dans les questions qui ont été posées tout au long de la matinée à la faculté de médecine, là où les familles étaient réunies tout près de la morgue, il y a eu beaucoup de questions sur la localisation exacte des corps. Alors ça peut paraître un détail macabre, mais pour les familles c'est très important, ça leur permettrait de se recueillir et d'être au plus près de leurs proches. Malheureusement, c'est impossible pour elles d'aller là où les restes humains ont été rassemblés et où les médecins légistes font un travail difficile. Alors les Vénézuéliens leur ont dit que c'était tout près d'ici, que c'était à l'intérieur des bâtiments tout près de là, mais ça ne suffit pas. C'est vrai que les familles voudraient vraiment être certaines que les corps sont là, elles veulent des réponses et les psychologues le disent, c'est une étape douloureuse, mais c'est une étape logique aussi dans ce travail, ce cheminement du deuil. Les familles veulent avoir des réponses à toutes leurs questions, ce qui n'est pas encore le cas malheureusement aujourd'hui. Merci Pascal, nous vous retrouverons évidemment dans nos autres éditions au cours de ce week-end. Merci à vous. Ce matin, au départ de Fort-de-France, l'avion spécial affrété par le Conseil régional et le Conseil général n'a pas pu embarquer tous ceux qui souhaitaient faire le voyage. Un départ qui s'est donc fait dans la confusion. Reportage Samassoula et Guillaume Fautrin. Aujourd'hui, Tony aurait dû se trouver à Maracaibo. C'est lui que sa famille avait choisi pour faire le douloureux voyage. Se rapprocher au plus près du lieu où sa mère a perdu la vie. J'étais prêt à partir, j'avais déjà préparé mon sac et je m'étais préparé psychologiquement. Et aux dernières nouvelles, la préfecture m'appelle pour me dire que j'ai plus de place dans l'avion et que ce serait plus pour samedi. Se préparer psychologiquement et puis après annuler, c'est un petit peu décourageant quand même. Tony a renoncé à être mis sur le vol de samedi, d'autant qu'il a compris qu'il n'y aurait pas d'identification des corps. Ce voyage aurait servi à Tony de commencer un deuil, le deuil de sa mère. À Saint-Esprit, la commune la plus touchée par le drame, seulement 6 sur les 30 personnes inscrites ont pu prendre le vol. Problème de coordination entre organisateurs, la préfecture et le conseil régional. Il se trouve que le vol d'hier soir avait 105 places et qu'il y avait environ 150 personnes de positionnées. On n'est même plus sous la liste. Une cacophonie insupportable pour les familles. Prévenus trop tard et bien décidés à partir, beaucoup se sont quand même présentés à l'embarquement. Prêtes à affronter l'épreuve et pas question d'attendre le vol de samedi. Je ne peux pas attendre parce que depuis mardi, je me suis dit que ce serait ce soir. J'ai cherché toutes les forces que j'avais au fond de moi pour le faire ce soir. Et si ce n'est pas ce soir, ce sera ni demain soir, ni après-demain soir, ni aucun autre soir. C'est à bout de nerfs que 106 parents ont pu embarquer. Les autres sont rentrés chez eux pour une nouvelle nuit d'attente, dont tous se seraient bien passés. La plupart des parents de victimes qui n'ont pas pu partir hier soir s'envoleront demain matin pour Maracaibo. Un vol Air France où prendront place 500 proches de disparus qui ont besoin de se recueillir au plus près de la catastrophe.
En effet, l'avion spécial affrété par le gouvernement pour conduire toutes les familles à Maracaibo a décollé cet après-midi de l'aéroport de Paris avec à son bord une cinquantaine de proches des 152 victimes. L'avion fera escale à Fort-de-France. Mercredi, un hommage national sera rendu aux victimes de cette catastrophe aérienne. Le président de la République, Jacques Chirac, assistera à une cérémonie à Fort-de-France. Et au même moment, les drapeaux seront mis en berne sur les édifices publics sur l'ensemble du territoire français, y compris en métropole. Sur les circonstances de l'accident, on n'en sait guère plus, mais la polémique sur les défaillances de la compagnie colombienne basée à Medellín se développe. Selon certaines sources, la compagnie n'aurait pas disposé d'une flotte suffisante pour maintenir son activité aérienne. D'autres expliquent que les pilotes ne respectaient pas les temps de pause minimum. Maintenance bâclée, surpoids. L'enquête est conduite par les autorités vénézuéliennes, territoire sur lequel l'avion s'est écrasé. L'appareil, en tout cas, avait été contrôlé à 2 reprises par l'aviation civile française, mais ces contrôles inopinés se font pendant une escale et sont forcément plus administratifs que technique. Exemple, ce matin à Paris, Roman Clément et Thierry Breton. Alors on va vers un EasyJet qui doit être un A319 en principe, qui va être au bout de l'aérogare. C'est leur premier contrôle de la journée. L'avion vient à peine d'atterrir, les passagers sont encore à bord et les inspecteurs déjà au travail. Autour de l'appareil, ils traquent les impacts sur le fuselage, les fuites, vérifient les pneus, le train d'atterrissage. En 5 minutes, ils sont à bord. Excusez-moi, nous allons faire une vérification des équipements de sécurité cabine. En cabine, il faut contrôler les ceintures de sécurité, les extincteurs ou encore les masques à oxygène. L'examen doit être rapide. Le principal problème à gérer est effectivement celui du temps. On doit s'adapter au temps disponible, au temps d'escale. Donc dans ce laps de temps, on essaie de caser un maximum de contrôle. Sauf cas de force majeure, l'avion ne doit pas repartir en retard. Le contrôle porte aussi sur le livret de bord, une sorte de carnet de santé sur lequel tous les incidents sont reportés. La vérification reste néanmoins sommaire, impossible par exemple d'examiner la qualité du kérosène ou de vérifier les réacteurs. Concernant les réacteurs, effectivement, la limitation, c'est l'aspect visuel des choses. On n'a pas d'indication sur le fonctionnement lui-même du réacteur et on sera pour ça obligé de se reporter sur ce que les équipages auront signalé ou non. Pour cet avion, tout est en règle. Il peut redécoller. Le contrôle aura duré 45 minutes. 1 heure plus tard, c'est un charter qui est inspecté par l'aviation civile. En France, ils ne sont que 18 contrôleurs à faire ce travail. L'an dernier, ils ont réalisé 2500 contrôles de ce type. À Gaza, l'évacuation des colons israéliens est presque terminée, en tout cas suspendue le temps du Shabbat. 17 des 21 enclaves ont été évacuées et certaines maisons ont commencé à être détruites. À Gadid, l'une des colonies du Bush Katif, occupée essentiellement par des immigrés venus de France, portrait d'une famille irréductible. Martine Laroche-Joubert et Gilles Jacquier. Pas facile pour les soldats de déloger les derniers colons barricadés dans leur maison. Vous êtes ignoble, vous me dégoûtez. Et il est où votre héros, Ariel Sharon? Pourquoi vous nous jetez dehors, bande de chiens? Pour ces activistes, un baroud d'honneur, une dernière prière. Leur rêve du grand Israël sur la terre de Gaza s'achève en cendres. Un officier tente de négocier avec ce père de famille. Laissez-moi vous emmener tranquillement dans le bus. Ne m'obligez pas à utiliser la force. Je vous respecte. Peine perdue, il s'obstine. Regardez la mer, les palmiers. C'est la terre d'Abraham, on reviendra. Dernière tentative de l'officier. Vous ne voulez pas sortir d'ici calmement? Vous n'êtes pas d'accord? Bon, embarquez-le. Une mission ardue pour certains soldats. Vous feriez ça à vos parents? Vous obéissez à des ordres imbéciles, c'est un crime. Les évacuations durent plusieurs heures, ces jeunes campent sur leur position. Il leur faut sauver la face, ils avaient affirmé haut et fort leur opposition au plan Sharon. Mais ce soir, les 400 habitants de cette colonie sont expulsés. Dans cette implantation voisine, seules quelques familles ont obtenu l'autorisation exceptionnelle de fêter chez eux ce dernier Shabbat, le jour sacré du repos chez les Juifs, une cérémonie d'adieu. Même si on nous chasse, notre esprit ne peut pas être déporté de force. Ils emmèneront avec eux la mémoire de Neve Dekalim, créée en 1983. 22 ans de souvenirs.
Le retour de ces colons dans la société israélienne implique pour eux de nouvelles conditions de vie, mais surtout la découverte d'opinions différentes qu'ils ne soupçonnaient même pas. Leur désespoir n'est pas toujours partagé par la population israélienne. Pour certains, la paix passe aussi par la restitution de leur territoire aux Palestiniens enfermés dans leur propre village. Cet après-midi à Jérusalem, au mur des lamentations, cette fracture entre Israéliens était manifeste, comme le montre ce reportage de Philippe Bisserias et Alon Grégo. C'est l'un des centres d'hébergement des colons de Gush Katif. Un hôtel de Jérusalem où ces familles pourront rester 10 jours aux frais de l'État israélien. À l'heure du petit déjeuner, les voisins se retrouvent. Malka et Rachel sont deux amies de Neve Dekalim. Évacuées de force mercredi, elles ont la sensation d'être des réfugiés sans ressources. On a mis là-bas toute notre vie. Moi, j'étais 22 ans à Gush Katif. Et on n'a rien. C'est une chose qui était impensable pour nous. Jusqu'à la dernière minute, on a dit non, ça ne va pas se réaliser. C'est pour ça que jusqu'à la dernière minute, tout le monde a tenu. L'État israélien va pourtant mettre en place toute une série d'aides destinées à ces familles. Mais tout cela est encore trop abstrait pour ces colons qui voient leur monde s'écrouler. Premier réflexe, Malka et son mari Yitzhak partent prier au mur des lamentations. Soudain, un homme s'approche. Un juif religieux comme eux. Son discours va les sidérer. Je tiens à dire qu'Ariel Sharon a été très courageux de faire cela. Ces gens ne sont pas des victimes. Ils savaient où ils allaient en s'installant là-bas. Ce n'est pas notre terre. Ça n'a jamais été notre terre. Incapable d'en entendre davantage, Yitzhak va lui montrer qu'il ne le considère pas comme un véritable juif. Il lui ôte sa kippa. Provocation verbale d'un côté, geste d'offense de l'autre, une société divisée qui s'affronte dans le lieu le plus vénéré du judaïsme. Dès la semaine prochaine, l'armée pourrait commencer à détruire les maisons de Gush Katif. Une nouvelle souffrance pour ces colons, mais un soulagement en Israël pour tous ceux qui espèrent que le retrait de Gaza apportera la paix. Le port jordanien d'Aqaba sur la mer Rouge où mouillaient 2 bâtiments de la marine américaine ainsi que la station balnéaire d'Elat voisine ont été touchés par 2 tirs de roquettes Katyusha. Ces tirs ont tué un soldat jordanien. Ils ont été revendiqués par un groupe proche d'Al-Qaïda. Et je rappelle qu'on est toujours sans nouvelles de notre confrère de France 3, Mohamed Ouati. Il a été enlevé le 14 août à Gaza et sa sœur cet après-midi a lancé un appel pour sa libération. Shalom Lechem, c'est en ces termes que le pape Benoît XVI s'est adressé aux fidèles juifs en hébreu à la synagogue de Cologne aujourd'hui. Il a appelé à un rapprochement judéo-chrétien et a dénoncé le crime inouï de la Shoah. Une démarche saluée avec émotion par la communauté juive. Gérard Grisbeck et Claude Ganous. Shalom Lechem. Le pape a donc choisi de saluer l'assistance en hébreu, puis en allemand. Il a rappelé que le christianisme avait des racines juives, avant de préciser que l'Église déplore les haines, les persécutions, les manifestations d'antisémitisme, quelle que soit leur époque et leurs auteurs. Moment d'émotion pour les juifs et les catholiques présents, qui n'a jamais cessé durant cette heure de visite. Le pape tenait à faire ce geste, lui, allemand dans une synagogue allemande, brûlée par les nazis en 1938 et reconstruite après-guerre. Qu'il porte la kippa ou la calotte, chacun avait aujourd'hui conscience que le moment était important, près de 20 ans après la visite de Jean-Paul II à la synagogue de Rome. Dans son discours, Benoît XVI a rappelé que les Juifs étaient déjà persécutés au Moyen-Âge et que les nazis les ont tués en masse pendant la dernière guerre mondiale. Mais la synagogue est trop petite et beaucoup de membres de la communauté juive ont dû rester dehors. Après la visite du pape, chacun semblait satisfait. Le discours du pape était formidable, dit cet homme, sans faire de chichi. Il est allé droit au but. Le fait d'être venu, même s'il n'avait rien du tout dit, rien que d'être là, c'était déjà un très très grand geste. Le pape ne s'est pas contenté de dénoncer les crimes du passé, il a aussi fermement condamné le renouveau de l'antisémitisme aujourd'hui. En France, la rentrée scolaire, ce sera dès lundi pour une minorité des écoles, début septembre pour les autres. Mais c'est aujourd'hui que l'allocation de rentrée scolaire sera versée à plus de 3 millions de familles. Un coup de pouce bienvenu, comme ont pu le constater Théo Soumont et Antonin Boutard. On a le droit pour Rémi pour la rentrée scolaire à 263,28 €. C'est la caisse d'allocation familiale qui nous verse ça. C'est pas mal comme montant. L'allocation de rentrée scolaire, c'est un vrai plus, réservé aux familles dont les revenus annuels ne dépassent pas 17 000 € pour un enfant âgé de 6 à 18 ans.
Ça tombe bien, Rémi a 7 ans et demi et déjà des idées bien arrêtées. Ah oui, tu voulais une carte comme ça pour mettre sur ton bureau, là, un sous-main, c'est ça? C'est une vraie négociation. Oui. Ouais, parce que si on écoute les enfants... Un vrai challenge. C'est ça, je veux ça, je veux ça. Puis bah forcément, ils sont attirés par les marques, hein. Mais bon, c'est pas... Et le chariot se remplit vite. Un cartable, 40 €. Un sac pour le goûter, une trousse et même quelques vêtements pour être tout beau devant les copains. Au total, 165 €. Une dépense bien inférieure à l'aide attribuée. Voilà. Mais Rémi est encore petit. Quand il sera au lycée, la facture aura doublé. Ceux-là, les bâtons de colle, hein. C'est bien mignon, mais... Alors faudrait-il adapter l'allocation à l'âge de l'enfant? Oui, affirment certaines associations. Ce que Famille de France demande, c'est qu'il y ait un rééquilibrage, un recalibrage de cette allocation, qu'elle puisse commencer, admettons, à 200 € pour les élèves du primaire et qu'elle aille ensuite jusqu'à 300 € quand on est au collège ou au lycée. En attendant, Rémi Aveline a tout ce qu'il faut pour réussir son année de CE2. Reste le plus dur, retrouver les réflexes oubliés pendant l'été. Selon les dernières statistiques de l'INSEE, les ménages français ont fortement réduit leur consommation au printemps dernier. La plus forte chute jamais observée en 10 ans. Il faut dire que toujours selon l'INSEE, le moral des ménages est au plus bas. Si vous possédez un compte en banque, si vous utilisez Internet, si vous recevez sur votre messagerie mail des sollicitations de votre banquier pour vous identifier, méfiance. Plusieurs banques font actuellement l'objet d'une attaque par phishing sur leur site Internet. Autant dire que les pirates accèdent aux fichiers des banques et que si vous répondez à leur courrier, vous leur donnez toutes les instructions nécessaires pour vider votre compte en banque. Explication, Séverine Lebrun et Alain Locachio. Alerte sécurité sur les sites de 2 grandes banques françaises. Leurs clients sont victimes d'une arnaque sur Internet. Ça s'appelle le phishing, démonstration. Vous recevez un mail qui semble provenir de votre banque. Sous prétexte de changer de système de sécurité, on vous incite à donner toutes vos coordonnées bancaires. En fait, tout est faux. Des escrocs ont copié le site de votre banque et récupéré ces données pour vider vos comptes. Alors, si vous recevez ce message, bonjour, c'est Crédit Mutuel qui vous salue, nous sommes contents de vous présenter notre nouveau système de sécurité, ou le même type de mail semblant venir du Crédit Lyonnais, surtout n'y répondez pas, vous avez affaire à des escrocs. Copier un site web, il n'y a rien de plus facile. Envoyer un mail à un grand nombre d'adresses mail aussi, c'est très facile. Donc réaliser le phishing, c'est très facile, et le gain, en fait, peut être important, avec un investissement vraiment mineur. Alors méfiance, surtout qu'il vous sera difficile, si vous vous êtes laissé piéger, de récupérer les sommes détournées. Le plus souvent, la banque va vous opposer que vous avez donné vos codes confidentiels et donc que vous engagez votre responsabilité, que vous êtes montré négligent. Néanmoins, elle engage quand même sa responsabilité pour avoir mis ce service à votre disposition sans vous informer du risque que vous courriez en l'utilisant. Pour l'instant, seules quelques plaintes ont été déposées en France, mais attention, ce type d'arnaque est de plus en plus fréquent. Elles ont doublé en un peu plus d'1 an. Avec la hausse du prix du pétrole qui au marché de New York s'est envolé jusqu'à près de 65 $ aujourd'hui, ce sont évidemment les entreprises de transport qui sont les plus inquiètes, surtout pour celles qui sont déjà en difficulté. Exemple, près de Bordeaux où on apprend aux chauffeurs à conduire à l'économie. Laurence Deleur et Sébastien Ondelat. C'est une obligation pour chaque chauffeur routier. Prendre du carburant avant de repartir sur la route. Pas de gasoil, pas de livraison. Mais avec la hausse vertigineuse du coût du baril de pétrole, les prix s'emballent. Le carburant, c'est un quart du budget de cette PME. Et le patron ne se retrouve plus dans ses comptes. C'est 15 centimes de plus. On consomme 50 000 litres par mois. Sur 12 mois, ça fait presque 100 000 €. C'est dramatique et on ne sait pas ce que sera le futur, quoi. 100 000 € de dépenses en plus cette année. Et pourtant, l'entreprise tente vraiment par tous les moyens de réduire sa facture. C'est vrai. En 29,87, faut le faire. Dernière tentative, ce hit parade des chauffeurs. C'est à celui qui consommera le moins de carburant. Miguel Peña est actuellement numéro 2 de ce drôle de concours. Une place conquise après avoir amélioré sa conduite. Et je vérifie mon compte tour, et surtout au démarrage, quoi. Puis j'essaie de rester le plus fluide possible. Voilà, sans à-coups, tout ça. Difficile de répercuter la hausse du carburant sur le client. La PME a augmenté ses prix de 1,5 à 2%, pas plus. Elle craint sinon de perdre des marchés. Dans ce contexte, les chauffeurs s'interrogent. D'un moment ou un autre, automatiquement, ça me retombera dessus, quoi.
Je ne sais pas s'il va pas falloir arrêter un camion ou deux ou trois. D'autres chauffeurs de sociétés voisines ont subi eux de plein fouet la flambée des prix. Les augmentations du prix du gasoil peuvent entraîner des faillites d'entreprises, ce qui est déjà le cas sur la région, mais au-delà de la région, et ce qui risque d'être encore plus le cas dans les quelques mois qui viennent. Les fédérations de transporteurs routiers réclament aujourd'hui un allègement des charges, faute de quoi la rentrée s'annonce difficile selon elles. Première vendange en France, le muscat sec de Frontignan, une récolte avec 5 jours d'avance sur le calendrier. Une avance qui est due à la sécheresse et au manque d'eau, mais qui, à l'arrivée, donne un vin très fruité cette année. Les viticulteurs sont donc heureux. Les autres vendanges en France commenceront fin août. Léo Lamberton et Frédéric Chassagnon. Il est l'un des tout premiers viticulteurs à vendanger. Depuis hier, Andreas Truc s'affaire dans ses vignes à Frontignan dans l'Hérault. Cette année, la récolte du muscat petit grain commence 5 jours plus tôt que d'ordinaire. C'est la sécheresse qui a provoqué cette maturité précoce. Le raisin se concentre, il perd un peu de son eau, et donc se concentrant, il atteint plus rapidement le degré souhaité. Sur ces 37 hectares de vignes, Andreas Truc produit le célèbre muscat de Frontignan. Et la sécheresse est plutôt une bonne affaire pour son vin, car si la quantité reste moyenne, il s'annonce plus fruité que d'ordinaire. Cette année, avec cette absence d'eau, le raisin a un petit peu souffert au niveau de l'eau et il va nous donner des arômes exceptionnels. Avec le même raisin, on peut faire soit du muscat sec, soit du muscat doux. Seul change la vinification et la date des vendanges, le doux étant récolté plus tard. Cette année, la cave coopérative de Frontignan a choisi de produire plus de muscat sec que d'habitude, car le goût des consommateurs évolue. Le marché des vins doux est en train de se rétrécir un petit peu, donc on enlève un peu de cette production pour la reporter sur du muscat sec, lequel muscat sec est beaucoup plus, plus positionné sur un marché mondial qui est beaucoup plus vaste. En collant au plus près aux évolutions du marché, ici à Frontignan, on espère tirer son épingle du jeu et échapper ainsi à la crise de surproduction qui frappe le Languedoc-Roussillon depuis plus de 2 ans. 8 jours avant les universités d'été du Parti socialiste qui auront lieu le week-end prochain à La Rochelle, les ténors prennent leur marque et donnent de la voix. Premiers à s'exprimer, Michel Rocard et Jack Lang, des prises de position qui annoncent des journées d'été agitées. Émilie Lançon et Didier Morel. Il a pris tout le monde de court. Une semaine avant l'université d'été du PS, à 3 mois du congrès, Michel Rocard donne le ton. Dans le Nouvel Observateur, il explique que si les ex-tenants du non l'emportent, ce serait un tremblement de terre et affirme « Au terme du congrès, il y aura une minorité qui devra se soumettre ou se démettre. Il faudra peut-être envisager la création d'un nouveau parti. » Un pas en avant, 2 pas en arrière. Aujourd'hui, Michel Rocard défend surtout sa vision social-démocrate du PS. Je n'ai aucune envie de scission et je souhaite que nous soyons convaincants pour redonner toute sa puissance à une ligne franchement européenne. Dans le camp d'en face, Jean-Luc Mélenchon, ex-partisan du non au référendum, planche sur une motion commune avec Laurent Fabius pour le Congrès. Comme Michel Rocard, il veut clarifier les choses entre camarades, mais la scission, voilà ce qu'il en pense. Je trouve que l'idée de la scission est totalement excessive. Ça serait vraiment un cadeau inouï qu'on ferait à la droite, et puis pour plusieurs décennies, de détruire nous-mêmes le grand parti de gauche. Donc ça, je pense que c'est une bêtise. Pourtant, pendant la campagne, il y avait bien 2 options socialistes. L'une qui défendait le non avec les communistes et la LCR, le non de Laurent Fabius, et puis les partisans du oui, comme Jack Lang, qui appelle à l'apaisement. En Europe, ce sont les tenants. Ce que je souhaite surtout, c'est que La Rochelle, dans quelques jours, ne soit pas à nouveau ce concours d'éloquence, de confrontation de personnes et d'écurie présidentielle. D'abord le programme, ensuite, plus tard, beaucoup plus tard, le choix du candidat. Bref, on s'observe, on prend ses marques. Seuls François Hollande et Laurent Fabius restent silencieux. L'affrontement aura lieu, mais quand, c'est encore un peu flou. À Marseille, étranges symptômes à l'hôpital Nord qui ont conduit à la fermeture du bloc opératoire central au moins jusqu'à dimanche. Une décision prise par mesure de précaution pour comprendre pourquoi une partie du personnel est atteinte depuis quelques jours d'étranges malaises. François-Julien Piednoir et Christophe Larocca. Un phénomène inexpliqué agite l'hôpital au point que le bloc opératoire est fermé. Plus personne, un service fantôme. Car depuis une semaine, d'étranges symptômes se manifestent parmi une partie du personnel. Des petits picotements au niveau des yeux, on a eu des vomissements subits, pas mal de maux de tête, une grosse fatigue surtout. Ça ressemblait à une légère gastro, une indisposition après une soirée peut-être un peu trop arrosée, voilà. C'était pas le cas? C'était pas le cas.
Pour élucider le mystère, les lieux, fermés par principe de précaution, ont fait l'objet de tous les contrôles. Ces tests ont prouvé que aussi bien le contrôle de l'air que la conformité des gaz médicaux ne décelaient aucune anomalie. Donc là, malheureusement, le mystère s'épaissit. Quant aux patients, ils ne sont plus dans les lits. Non, ils n'ont pas étrangement disparu, ils ont été transférés dans un autre service ou dans un autre établissement en cas d'opération urgente. Dans le hall de l'hôpital, d'autres patients accueillent la fermeture du bloc avec apaisement. Si le personnel lui-même a été malade, je pense que c'était plus simple de fermer et de faire des examens, savoir un petit peu à quoi on peut s'attendre en venant se faire opérer ici. C'est tout à fait rassurant. Maintenant, reste à savoir ce que c'est cette fuite. J'espère que ce sera ce problème. Seule explication rationnelle, des travaux effectués près du bloc central. Mais pour l'heure, aucun lien de cause à effet n'est établi entre ce chantier et les malaises du personnel. Le service chirurgie reprend son activité lundi, sauf si le phénomène n'est pas encore exorcisé. À Pamiers, dans l'Ariège, le grand rassemblement annuel des tziganes évangéliques débute demain. 4000 caravanes sur un site spécialement aménagé et sous les yeux d'une population parfois sceptique. Ce rassemblement devrait cette année avoir une tonalité particulière à l'occasion du 60e anniversaire de la libération des camps nazis où 500 000 tziganes trouvèrent la mort. Correspondance Isabelle de Lyon et Nicolas Auer. À perte de vue, des caravanes. En plein champ, une véritable ville a poussé en quelques jours. Un rassemblement organisé sous contrôle des autorités sur un terrain militaire prêté par l'État. 20 000 tziganes vont se retrouver pour prier et méditer ensemble. Certains ont traversé toute la France pour être au rendez-vous. On retrouve de la famille qu'on connaît. Bon, on est content quand on voit la famille, hein, ça c'est obligé. Hein. Mais il n'y a pas que ça. C'est spécialement que c'est pour le Seigneur qu'on vient là. On est bien accueillis, le principal c'est ça. Là. Et puis on reçoit la parole de Dieu, c'est déjà beau. L'arrivée de toutes ces caravanes bouscule la tranquillité de la Tour du Crieux, un village de 2400 âmes prévenu il y a à peine un mois et qui n'a rien pu faire pour s'y opposer. C'est le fait accompli et espérons que ça se passera bien, c'est tout. Ça sera positif, le problème c'est le travail que ça demande, on n'a pas de personnel, ça va nous demander une activité pour nous supplémentaire, quoi. De tels rassemblements évangéliques protestants se tiennent habituellement dans le nord ou l'est de la France. En Ariège, c'est une première. Il y a plus de 50 ans que ça existe, que ça se déroule et puis il n'y a jamais eu de problème. Et maintenant on fait une invitation aux gens qui sont de l'extérieur, s'ils veulent venir écouter, s'ils veulent venir voir comment ça se passe, il n'y a pas de problème, ils sont invités. Les cérémonies religieuses commenceront vraiment la semaine prochaine. Mais déjà des prières s'expriment en chansons. Pendant tout l'été, les contrôles en mer se sont multipliés sur la Côte d'Azur, au large de Mandelieu. Les gendarmes maritimes vérifient toutes les embarcations au large. Caroline Gauthier et Édouard Perrin ont suivi un contrôle pour excès de vitesse. Cap sur les îles de l'Érins, au large de Mandelieu. Les gendarmes maritimes partent en patrouille ce matin. Ils sont 5 à bord de l'Argence, leur vedette côtière. On a une mission de prévention, on est sur une surveillance générale donc de tout type de navires, pêche, commerce et plaisance. Autant dire toutes les embarcations. Pour réaliser ces contrôles, les gendarmes utilisent un Zodiac plus maniable, plus rapide aussi. Première cible ce jour-là, un bateau de plongeurs. Ça c'est l'acte de francisation. D'accord, vous êtes donc armé au commerce? Voilà, donc le bateau est armé au commerce, c'est un bateau professionnel. Très bien. Je voudrais voir le rapport de visite annuel. Les vérifications prennent une demi-heure, contrôle des papiers, du matériel de sécurité et de la plongée. C'est parfait, je vais vous laisser rentrer. Voilà, merci beaucoup et puis bonne continuation. Gendarmerie maritime. Gendarmerie maritime. Bonjour monsieur. Constat d'infraction flagrante pour cet Italien. La limitation de vitesse, il ne connaît pas. Le français non plus d'ailleurs. Là, 3 nœuds. Et vous, 17 nœuds. Il y a encore quelques années, les étrangers échappaient à tout contrôle. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, on a la possibilité de les convoquer 7 jours après pour leur faire soit un retrait de titre de conduite ou une interdiction de naviguer dans les eaux françaises. Une fois que notre caméra se sera éloignée, le chauffard italien retrouvera son français. Il tentera bien de négocier avec le gendarme, mais rien n'y fait. Il risque une amende de 3 500 €. En mer, les excès de vitesse sont l'infraction la plus fréquente et la principale cause des accidents.
Sur Terre maintenant, le camping-car, symbole de liberté, eh bien pas toujours, car de plus en plus de communes limitent le stationnement de ces maisons sur roues. En Bretagne, la multiplication des camping-cars le long des routes face à la mer n'est plus tolérée. C'est le cas de Quiberon, dans la presqu'île du Morbihan. Michael Repars et Michel Hébert. La presqu'île de Quiberon, sa côte sauvage, ses plages et ses camping-cars. Ils sont de plus en plus nombreux à séjourner ici pendant la saison estivale. À Quiberon, par exemple, ils avaient l'habitude de camper le long du littoral. Aujourd'hui, la municipalité a installé des portiques pour empêcher l'accès. Désormais, les camping-cars sont invités à stationner sur cette aire d'accueil payante depuis cette année. J'estime que la chose la plus logique, c'est qu'on paye aussi un petit peu, que chaque camping-cariste paie un petit peu sa quote-part, parce que l'eau est quand même chère ici à Quiberon. 5 €, c'est pas la mer à boire. D'autres, en revanche, n'apprécient pas l'idée de séjourner ici, sur ce parking. Mais on vient ici, alors là, payant. Des panneaux de 20, 30 sur 30, en rouge, soulignés, payant, hop. Résignés, les camping-caristes reprennent donc la route. On les retrouve un peu plus loin, à 10 km de là, à Plouarnel. La commune autorise le stationnement sur les parkings gratuitement. C'est difficile d'interdire aux gens qui veulent venir passer la journée, même s'ils sont en camping-car. On ne peut pas les empêcher de rester chez nous. Ils viennent avec leur planche à voile, avec leur char à voile. Donc il faut les faire venir, les laisser venir. Mais il faut trouver une solution aussi pour qu'il y ait un équilibre avec les autres usagers de la côte. La solution, certains l'ont déjà toute trouvée, avec une vue directe sur la mer. Une image que les élus ne veulent plus voir le long du littoral. Il faudra pourtant bien trouver une solution durable. En attendant, chacun fait comme il peut. La pêche à la caluche, c'est une pêche traditionnelle et très ancienne. On en parle même dans la Bible. Le principe est simple, on lance un filet au large et on le tire depuis la plage dès que le filet est rempli de poissons. À Gruissant, près de Narbonne, un pêcheur a eu l'idée de faire de cette pêche une activité touristique et ça marche. Frédéric Montaille, Frédéric Bon. Sur la plage, deux types de vacanciers, les scotcheurs de serviettes et les pêcheurs à la caluche. Une pêche quasi préhistorique, proche du tir à la corde. Et tout au bout, noyé dans la mer, il y a une caluche, c'est-à-dire un filet de 500 mètres de large. 1 heure de marche arrière pour le mettre au sec, ça laisse le temps de réfléchir. Vous seriez prêt à devenir marin? Peut-être pas quand même. Hein. Tous les jours comme ça, peut-être pas. Ouais, oui. Mais le seul vrai marin dans l'histoire, c'est François Marty. L'été, 2 fois par semaine, il met en place sa caluche pour les touristes. Une affaire aussi rentable que la pêche traditionnelle. Là, je me dis qu'il y a de moins en moins de ressources, de moins en moins de poissons. Que ce soit l'État français ou la communauté économique européenne nous demande de nous diversifier. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Retour sur terre et première consigne. Voilà, vous allez pouvoir tirer. Pas de ce côté-ci, de ce côté-là. Ok, allez. Au total, 60 touristes impatients, là où 6 professionnels suffiraient. Allez doucement, allez doucement. Allez doucement. Et quand les derniers mètres approchent, l'excitation atteint son comble. Visiblement, beaucoup d'enfants n'ont jamais vu de poisson vivant. Mais non, t'as pas à avoir peur. Regarde, tu te caresses. Caresse-le. Pourquoi ça te fait peur? Parce que ça bouge quand on le freine. Alors t'as réussi à en prendre un quand même? Oui. Vas-y, montre. Vas-y. J'ai peur, il y a des crabes. Ça fout des crabes. Moi aussi j'ai peur des poissons. Parmi les surprises de cette pêche, un hippocampe. Les espèces rares retournent très vite à la mer. Les autres, comme les dorades, remplaceront les surgelés lors d'un repas d'été bien mérité. 28e édition d'un festival atypique en Gironde, le festival d'Uzeste, créé par le musicien de jazz Bernard Lubat, et qui entend préserver l'esprit de ce rassemblement fondé il y a plus de 20 ans, où l'on croise amateurs de jazz et puis aussi un peu de néo-hippie. Élise Chassin et Johan Rolla. Alors je vous propose d'apprendre une chanson, ça vous dit? Il suffit de 3 marches d'escalier au fond d'une petite cour, et voilà Marc Perron sur la plus jolie scène du monde. On ne s'oubliera plus. La cour de la mairie devient une salle de bal. Qu'importe le lieu pourvu qu'on ait la fête, parole des festivaliers. Le cadre, l'ambiance aussi, l'atmosphère, sans aucune prétention. Avec des gens généreux, ça se voit tout de suite. Beaucoup de sentiments et puis beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Et puis de la bonne musique, quoi.
il y a une proximité avec le public aussi. Enfin, disons que les artistes rencontrent le public à certains moments et on peut les voir boire un coup avec nous. Sur un modeste coin de bitume, Bernard Lubat, immense jazzman et meneur du festival, cultive la différence. Aujourd'hui, il faut valoir. Hein. Bon, tout coûte. Ici, ça vaut rien. C'est gratuit, c'est le plaisir. Et du plaisir, il y en a eu en presque 30 ans, aux côtés des amis de toujours. Higelin, Portal, Eddie Louis ou Paco Charleri, pour ne citer qu'eux, et toujours en improvisation. Au fond, c'est peut-être ça, l'esprit usestois, que partout la musique résonne, et surtout, qu'elle déraisonne. Fin de ce journal, tout de suite la météo Patrice Drevet, suivi du point route avec ma Valérie Maurice, 20h50 PJ, minuit 30, le journal de la nuit Laurence Piquet. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2.